C'est avec un grand bonheur que nous nous retrouvons ensemble dans cette belle salle, ici, à la capitale, et nous retrouver après une période extrêmement difficile et pour parler d'un sujet qui préoccupe le monde et nous préoccupe aussi pour réfléchir ensemble sur comment on peut dessiner une feuille de route pour l'avenir. Cette grande conférence a l'immense honneur d'être placée sous le haut patronage de Sa Majesté et bénéficie évidemment de l'appui du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Et je voudrais, sans transition, accueillir à mes côtés, pour ouvrir nos travaux, le président de la Fédération de l'énergie, et je profite en lui laissant le temps d'arriver pour remercier toutes les équipes de la Fédération qui ont travaillé pour nous permettre de nous retrouver. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci. Docteur Leïla Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Monsieur Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce. Docteur Sultan Al-Jaber, ministre d'État en charge de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les présidents directeurs généraux, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, d'avoir bien voulu accorder son patronage à cette 15e conférence de l'énergie que nous organisons aujourd'hui avec l'appui du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Le Président. Merci, Monsieur Tamir Gharfi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Docteur Leïla Ben Ali, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Son Excellence Dr Sultan Ahmed Al-Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, Ses Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de la Fédération d'énergie, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier la Fédération de l'énergie et le ministère de Transition énergétique et de Développement durable pour nous avoir conviés à cette conférence très intéressante et très importante qui est placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie et l'assiste. La thématique choisie pour la rencontre de cette année est la transition énergétique, bilan d'étape et perspectives pour 2035. Je voudrais d'emblée placer mon intervention dans le cadre de cette thématique du point de vue de la régulation des secteurs d'électricité. Par conséquent, et compte tenu du temps qui m'appartient, je ne reviendrai pas sur les grands enjeux de la transition énergétique qui ont été brillamment évoqués par les imminents intervenants qui m'ont précédé. Quelles sont les conditions de la réussite de la transition énergétique et implication de la régulation? Dans un pays comme le Maroc, et comme les besoins en investissement sont énormes, pour réussir le passage à un système énergétique largement dominé par les ressources renouvelables, il est indispensable d'obtenir une large mobilisation du secteur privé, national et international. Pour cela, et entre autres exigences, il est nécessaire de lui garantir un cadre attractif, clair, transparent, souple et non discriminatoire, dans la mesure où il existe un monopole national pour le transport de l'électricité et des monopoles régionaux pour sa distribution. Un régulateur des secteurs devrait assumer pleinement le rôle de garant de ce cadre. Cette garantie se traduit essentiellement par la mise en place d'un code réseau électrique, d'une séparation judicieuse entre l'activité de transport et les autres activités de l'opérateur historique, à savoir l'Office national d'électricité et de l'eau potable, pour éviter les subventions croisées entre activités et garantir la neutralité des gestionnaires des réseaux de transport d'électricité, d'une tarification juste et non discriminatoire de l'accès au réseau de transport et de distribution, de codes de bonne conduite, d'indicateurs de qualité de réseau, etc. Il faut également que les différents acteurs disposent d'une instance spécialisée dans le règlement de leurs différends. La transition énergétique, pour la réussir, a également besoin d'un réseau de transport performant, fiable et efficace pour accueillir la production énergétique de sources renouvelables dont la progression sera importante compte tenu des objectifs arrêtés à l'horizon 2035.
La planification des investissements doit, entre autres, tenir pleinement compte de l'évolution future de la demande qui sera marquée par les nécessités de la décarbonisation, à brève échéance, de plusieurs services ou bien secteurs énergivores tels que le transport et l'industrie. En fait, elle est primordiale pour l'industrie nationale de décarboner son secteur industriel afin d'aligner ses exportations avec les exigences de ses partenaires commerciaux ayant mis en place la taxe carbone. La demande de l'énergie décarbonée de ce secteur sera également affectée par la production de l'hydrogène vert. Ce dernier répondra non seulement à la forte demande manifestée par les pays voisins, mais profitera également des engrais, profitera également au secteur industriel national, notamment à l'industrie des engrais, ce qui préviendra des importations excessives d'ammoniac. D'autres facteurs ayant un impact sur la demande nationale en énergie renouvelable sont l'élargissement des besoins en dessalement des eaux en raison de stress hydrique persistant de notre pays et les besoins de renforcement de nos interconnexions avec l'Europe et l'Afrique pour offrir les perspectives florissantes à nos exportations d'énergie verte. Les réseaux électriques auront incontestablement un rôle important à jouer en tant que vecteur pour promouvoir, accompagner et faciliter une telle transition énergétique compte tenu des différents impacts que cela peut engendrer. Le rôle du régulateur est donc de s'assurer que les investisseurs futurs dont les réseaux sont suffisants, les investissements futurs dont les réseaux sont suffisants pour que ces réseaux ne constituent pas un goulot d'étranglement pour le secteur, mais pas démesurément élevé pour ne pas entraîner des tarifs prohibitifs, greffant ainsi les compétitivités des investisseurs. N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls sur le marché mondial. Nous avons certes un potentiel, mais il s'agira de le valoriser par des actions adéquates. La mission du régulateur est également de vérifier que le gestionnaire de réseau de transport dispose des moyens nécessaires pour assurer à tout moment l'égalité entre la demande et l'offre d'électricité. Cette tâche sera d'autant plus difficile, mais essentielle à réaliser, que la part des énergies renouvelables intermittentes ira en augmentant. Quelles sont les bases institutionnelles et méthodologiques de la régulation arrêtée? En mai 2016, la loi 4815 relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'autorité nationale de régulation de l'électricité a été adoptée. J'avais l'insigne honneur d'être nommé par Sa Majesté le roi, que Dieu le glorifie, en août 2018 en tant que président de cette autorité. Les membres du Conseil ont été nommés en août 2020. La loi 4815 est entrée en vigueur en avril 2021, soit depuis moins d'une année. Alors, qu'est-ce qui a été fait par rapport aux missions que je viens de citer pendant cette période, somme toute assez courte? Outre la dotation progressive de l'ANRE en ressources humaines et matérielles nécessaires pour son fonctionnement, notre institution s'est organisée pour prendre en charge les différentes problématiques qui relèvent de ses compétences, en constitution des comités, des groupes de travail multidisciplinaires adossés à une expertise externe pointue, et bien sûr en s'appuyant aussi sur l'association aussi des régulateurs euro-méditerranéens, qui est notre famille naturelle, à laquelle on a adhéré même avant l'entrée en vigueur de la loi 4815, et qui est constituée de tous les opérateurs du bassin euro-méditerranéen du Nord et du Sud, et au laquelle on a une forte participation. On a eu la vice-présidence de cette importante association, et aussi avec l'association du régulateur francophone et toutes les associations africaines, parce qu'on est conscient que c'est très important d'avoir cette coopération au-delà des échanges des informations et de compétences. Il est là pour nous appuyer davantage les interconnexions aussi entre le Nord et le Sud. Et nous avons des relations très privilégiées avec le régulateur portugais, espagnol, et aussi avec nos amis de West African Power pour justement booster les interconnexions et jouer le rôle de facilitateur avec les opérateurs électriques. Concernant le règlement de différend, le comité de règlement de différend, qui constitue un pilier de la gouvernance de l'autorité nationale de régulation, a été mis en place et présidé par un magistrat qui est de la Cour de cassation, et il est prêt à recevoir et à traiter les différents éventuels entre les acteurs du système. L'ANRE a convenu des méthodes de travail basées sur deux piliers fondamentaux. Premièrement, la concertation avec toutes les parties prenantes pour connaître leurs attentes, leurs souhaits, leurs contraintes et leurs doléances. Le régulateur s'interdit de prendre des décisions en vase clos. Il est certes indépendant, mais il est conscient
que l'indépendance ne signifie pas l'autarcie et qu'à partir du moment où il est au service du système, il est dans son devoir d'être à l'écoute de tous. Et c'est d'ailleurs ce que l'ANR a fait dès l'entrée en vigueur de sa loi. Il a en effet reçu toutes les parties prenantes, les a écoutées et les a demandé de lui faire parvenir par écrit leurs remarques et leurs suggestions. Il a même effectué des visites sur le terrain pour mieux prendre la mesure de la réalité des secteurs. Lors des traitements d'éditions spécifiques, comme le code réseau de transport, le régulateur a écouté les intéressés et a recueilli leurs observations et le projet de code a été publié sur le site web de l'Autorité nationale de régulation d'électricité. Avec l'ONE, opérateur historique qui gère le réseau de transport, l'autorité a arrêté un programme de travail et tient régulièrement des réunions de travail conjointes sur les différents chantiers. Il convient cependant de préciser que se concerter ne signifie point adhérer à tout ce qui est proposé par les uns et les autres. Les intérêts des acteurs des secteurs ne sont pas toujours convergents et c'est pour cela qu'un régulateur a été institué. Il s'agit de trouver un équilibre entre les exigences et les contraintes diverses qui garantissent le bon fonctionnement général du système. C'est à l'aune de la réalisation de cet objectif qu'il faudra évaluer la performance du régulateur. Le deuxième pilier, et pas du moindre, c'est la progressivité. Nourrie par l'ambition même rationalisée par le réalisme, il ne s'agit pas d'introduire des réformes qui cassent l'existant pour une construction hypothétique idéale. Nous ne partons pas de zéro, nous avons un système relativement performant qui a permis à notre pays de réaliser des performances appréciables malgré les craintes d'une dépense énergétique importante. L'électrification de tout le pays, notamment au niveau rural, on est un meilleur exemple. L'introduction réussie depuis 1994 de la production et la distribution privée, on est un autre. Enfin, l'équilibre du système qui a garanti l'approvisionnement sans heurts de l'économie nationale au cours des 30 dernières années est une autre preuve de la base solide à partir de laquelle nous partons à l'assaut de la transition énergétique. Il s'agit d'amener ce système progressivement à passer à un nouveau palier. C'est pour cela qu'il nous appartient de conduire la réforme de manière progressive, sans à-coup préjudiciable à son équilibre, mais en même temps ne pas sombrer dans l'attentisme et l'immobilisme. C'est cette démarche qui nous semble à même d'aider à réussir la réforme. Le début de développement de l'arsenal de régulation prévu par la loi 48-15, très brièvement. Malgré le laps de temps relativement court qui s'est écoulé depuis l'entrée en vigueur de la loi 48-15 en avril 2021, l'ANR a pu répondre à la première exigence du marché, qui est celle de l'établissement d'un code réseau. Le premier d'ailleurs. Celui-ci a été proposé par l'ONE, fait l'objet d'une concertation approfondie avec les parties prenantes concernées et a été finalement approuvé par le Conseil de l'ANR en décembre 2021. Le dit code réseau est évolutif et il peut être examiné au fur et à mesure de son exécution. Les autres chantiers, notamment la séparation comptable de l'activité de transport des autres activités de l'ONE, l'approbation des programmes pluriannuels d'investissement, des gestionnaires de réseaux de transport, la tarification, le code de bonne conduite, etc. Font l'objet d'un échange préalable entre l'ONE et l'ANR, sachant que pour tous ces chantiers, à l'exception de la tarification, il appartient au gestionnaire de réseau de transport, c'est-à-dire l'ONE, de préparer le document y afférent et de le soumettre à l'ANR pour approbation, conformément aux dispositions de la loi 48-15. Les chantiers évoqués jusqu'à présent concernent pour l'essentiel le transport et de l'électricité. Cela ne veut pas dire que le secteur de la distribution est oublié. Bien au contraire, la régulation de ce secteur bénéficie de la plus haute attention de la part du régulateur qui devrait ajuster son action aux profondes réformes de la distribution qui est appelée à connaître à connaître dans les prochaines années et les implications de l'ouverture de réseaux de distribution à la production renouvelable dans la loi 1309. La transition énergétique ne peut réussir sans un régulateur fort, indépendant et impartial, à l'écoute de tous les acteurs du système et des évolutions économiques, sociologiques, juridiques et technologiques dans notre pays et dans le monde qui nous entoure. Tout le monde en convient, un régulateur fort placé au centre du dispositif de la transition énergétique est d'ailleurs considéré comme un impératif pour le nouveau modèle de développement dont les conclusions ont été présentées à Sa Majesté le Roi que Dieu le glorifie le 25 mai 2021. Le nouveau modèle de développement préconise même l'élargissement du champ d'action de l'Autorité nationale de régulation d'électricité
à commencer par le gaz naturel, ce dont évidemment nous nous félicitons. Aujourd'hui, le régulateur des secteurs énergétiques existe. Il a déjà commencé à travailler. Et bientôt, les effets de son action seront perçus sur le terrain. Il ne fait point de doute qu'il évoluera et se renforcera au fur et à mesure que le pays avancera sur la voie de la transition énergétique. Nous nous employons à faire de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité un outil efficace pour la réalisation des objectifs de notre stratégie énergétique, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie et l'assiste. Mais nous sommes conscients que nous ne pouvons y arriver qu'avec l'appui de tous, du secteur privé, des secteurs publics, comme des pouvoirs publics en général. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bardache, pour cette présentation. On a compris que maintenant vous êtes prêts à agir et travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est important parce qu'il y a toujours besoin de régulation quand on veut développer un secteur. Monsieur Bardache est dans la salle, levez la main là que je puisse vous voir. Oui, je comprends, Monsieur le Président, l'intérêt d'avoir tout préparé pour gérer les différends dans l'avenir. Parce que s'il faut accélérer, il y aura bien des moments où on ne sera pas tous d'accord. Il faudra bien arbitrer, c'est l'intérêt d'une régulation. Mais on le voit bien, accélérer, ça accélère aussi pour tout le monde. Et il faut faire en sorte à ce que ce soit le Maroc qui soit servi in fine pour ses populations, pour son développement. Donc le gaz a un rôle à jouer, mais tout ça ne peut se faire que si effectivement on a une vision partagée et si on travaille ensemble. Il ne s'agit pas de compétition, il y a vraiment place pour tout le monde et si on travaille ensemble main dans la main, on ira un peu plus. Et pour ça, on a besoin également donc d'une certaine stabilité, d'un bon cadre institutionnel, d'un cadre réglementaire, d'attirer les investissements. Je me félicite d'ailleurs, là je regarde un autre ami qui était mon président, le président du comité, et j'ai été impressionnée par ce que j'ai écouté ce matin sur déjà les acquis. Hier déjà, il était mon président, aujourd'hui il a fait tout ça, c'est quand même incroyable. Donc j'en profite pour féliciter Abdelatif Bardache pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, et puis bon, pour avoir travaillé avec lui 30 ans. D'abord, je félicite le Maroc pour cette initiative, mais je suis sûre qu'il fera un excellent travail et bon, j'envie le Maroc parce qu'ils nous l'ont volé, mais vraiment, voilà. Donc, on a besoin de tout ça pour y arriver. Et encore une fois, mon mot de la fin, c'est coopération, c'est une transition juste, c'est mettre main dans la main. Il ne s'agit pas de compétition, mais il s'agit de travailler ensemble pour réussir cette transition énergétique dont tout le monde a besoin. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.